La ZAC Flaubert, c'est 22 hectares à urbaniser, dont plusieurs tours de 100 mètres au départ. Donc, tout ce que vous voyez ici en marron, c'est toutes les constructions qui sont prévues îlot par îlot. Et on voit très nettement que à l'emplacement de la déchetterie, donc il est prévu une très forte densité. Toutes les présentations qui nous ont été faites, donc les images étaient tronquées, les tours étaient masquées, donc on n'avait pas réellement une idée précise du projet en fait. L'objectif c'est 2200 logements sur 15 ans. Le seul point négociable c'était le parc Flaubert. Voilà. Quand ils nous le présentent, le projet est déjà ficelé, quoi. Donc c'est de l'information, c'est pas de la concertation. Voilà donc ce quartier 1 de l'Arlequin. Vous voyez très nettement le principe, si vous voulez, de base, qui est la structure générale de l'ensemble, qui est ce ruban qui constitue de part en part donc, des criques, des sortes d'alvéoles, et qui est essentiellement donc porté par une rue, par la galerie, qui circule, donc une galerie de circulation, mais un axe aussi structurant qui ordonne en quelque sorte tout l'ensemble. Alors, depuis quelques années, j'ai dressé la liste de tout ce que nous avons perdu et de tout ce qui a été démoli. J'en ai 2 pages, donc je ne vais pas vous les citer évidemment. Mais le plus gros morceau et qui a suscité beaucoup d'opposition, c'est la démolition d'une partie de ce ruban que je vous ai montré, le 50 de l'Arlequin, vous le voyez ici en élévation, qui va créer une sorte de béance, enfin une grande béance, soi-disant pour ouvrir le quartier, comme si il suffisait de démolir effectivement une barre pour ouvrir le quartier, et comme si c'était vraiment la destruction d'une barre qui allait régler tous les problèmes de la Villeneuve. C'est presque du passé parce qu'en fait cette démolition a été votée par toutes les institutions à tous les échelons depuis la ville jusqu'aux plus hauts échelons de l'État. Donc voilà ici une maquette où vous voyez effectivement le vide que ça va créer. Et je veux juste vous dire, si vous voulez, un mot maintenant donc des aménagements qui vont advenir après cette démolition, qui n'ont pas encore été votés pour la plupart, pour certains oui, mais pas pour tous. Certains ont déjà disparu et d'autres sont aussi, ont aussi leur disparition programmée, et ce qui va totalement à l'encontre de ce qu'il faut faire à notre avis. Alors je parle un petit peu au nom d'un collectif qui s'est constitué et qui s'intitule Vivre à Villeneuve. Le principe, c'était que les équipements étaient à la base, au pied, si vous voulez, des immeubles, et constituaient en quelque sorte un tout avec les logements. Il y avait un équilibre en quelque sorte entre la partie habitat et la partie activités diverses, que ce soit du sport, les commerces, l'activité économique, etc., etc. Donc, une grande partie, effectivement, de tous ces équipements va disparaître, et en particulier les commerces, qui vont être, et le marché, sans doute aussi, qui vont être reportés sur l'avenue Marie-Renoir, pour ceux qui connaissent bien les lieux. Alors, la conséquence, c'est effectivement la perte de cette cohérence de l'ensemble de l'Arlequin en particulier. Deuxième conséquence, qui est sans doute la plus dramatique, c'est une désertification de l'ensemble de la Villeneuve, où il n'y aura plus rien. Tous les services, tous les équipements seront rejetés à l'extérieur. Il y a quand même un point commun avec beaucoup d'autres collectifs que l'on a relevés, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais eu de véritable concertation, c'est-à-dire des rencontres dans lesquelles on a tenu compte de l'avis des habitants. On a eu énormément de réunions, mais ces réunions ont uniquement consisté à nous informer de ce qui avait été décidé en plus haut lieu, et parfois on a même été mis devant le fait accompli, sans même une information préalable
Je pense en particulier à un exemple emblématique, une école, l'école de la Rampe, qui était sur le plan architectural sans doute l'école la plus intéressante de tout l'ensemble de la Villeneuve. Un jour, dans une réunion, sans nous avoir prévenus, des techniciens, aucun élu n'était là, présent, des techniciens nous ont dit, ben voilà, elle va être détruite. Point. Et aucune discussion possible. Voilà, donc c'est là-dessus que je terminerai. Un collectif qui fait partie de Vivre à Grenoble, l'association qui est porteur de la pétition contre le projet de l'esplanade, qui a recueilli 17 000 signatures et 8 000 grenoblois, et qui en passe d'en recueillir peut-être 20 000 en totalité. Donc, on a demandé un débat au maire, pour le moment on attend toujours une réponse, ça fait 2 mois que ça dure. Donc moi je vais vous parler du quartier de Verrières et de l'esplanade. Alors je vais en parler sur la manière dont ça se fait, c'est-à-dire que l'intérêt de la densification, on va en parler après. Moi je vais m'attacher principalement à la manière dont la ville procède à la densification, que ça soit par le règlement et la manière dont elle manipule le règlement. Donc d'abord il faut savoir que la densification, elle a été importante à partir du plan local d'urbanisme de 2005. Elle est déterminée essentiellement par la largeur des voies publiques, les hauteurs des bâtiments limitrophes et aussi le plan des formes urbaines, c'est-à-dire que la ville définit arbitrairement des hauteurs dans des zones données. Le bilan de tout ça, c'est que ça a multiplié la surface constructible par 3,5, voire 4 sur une parcelle donnée. Au départ, on pouvait construire 1 mètre carré pour 1 mètre carré de terrain, on construisait 1 mètre carré de bâtiment. Maintenant, on construit en moyenne entre 3,5 et 4. L'absence de coefficient d'occupation des sols, qui est en fait une manière de limiter en fait, arbitrairement la densification. Enfin, il n'y a pas de coefficient d'occupation des sols à Grenoble. Donc comment s'opère la densification à Grenoble? Elle s'opère par exemple par la réduction du stationnement obligatoire. C'est-à-dire que si on réduit le stationnement en fait, dans un immeuble, on permet aux promoteurs de construire plus. C'est un des facteurs de densification. Donc il faut voir le stationnement comme un enjeu, en fait, au-delà des questions écologiques, il faut aussi le voir comme un enjeu en fait, de la promotion immobilière. Ensuite, on peut densifier par la bande, entre guillemets, j'ai appelé ça comme ça. La bande sert discrètement, hein, en élargissant les rues en douce. Donc on a le droit de modifier en fait les limites d'une parcelle à l'occasion d'un permis de construire sans le mentionner de manière explicite, à condition que cela n'excède pas 10% de la surface de la parcelle. Donc comme la hauteur des bâtiments qui va déterminer la densification est bâtie sur la largeur des rues, si vous élargissez votre rue, vous pouvez construire plus haut. La densification, elle peut se faire aussi par le règlement lui-même. Le règlement de la zone UMC, par exemple, comporte, pour ce qui concerne l'implantation sur la limite avec une autre parcelle, ce qui détermine en fait quand même la hauteur du bâtiment aussi. Ce règlement comporte dans son article 10, pardon, son article 7, excusez-moi, comporte 10 exceptions à la règle. C'est-à-dire, en fait, on définit une règle, on a 7 cas, puis après, on a encore 10 exceptions. Donc, autant vous dire, je ne rentre pas dans les détails, qu'on peut tout faire à partir de ce moment-là. L'objet de tout ce que je vous raconte, c'est de vous dire que l'enfer est dans les détails. C'est-à-dire qu'on peut dire la densification c'est bien, etc. Après, il faut voir exactement comme c'est appliqué. Et ça a une importance considérable. On peut aussi faire de la densification par absence de règlement. Carrément. Sur la ZAC Bouilly-Chaille et Vialet, dans la zone, alors on définit, souvent les ZAC sont associés à des zones, et dans celle-ci, aucune mention de la hauteur sur rue. C'est-à-dire que les architectes pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient, a priori sous le contrôle de l'architecte en chef, mais tout était possible, négociable. Pour ceux qui connaissent, j'ai malheureusement pas pu mettre de photos, c'est ce qui vous explique pourquoi la halle est aussi proche des bureaux, et pourquoi la rue qui est entre la halle et les bureaux rouges et verts est si petite, en fait, c'est parce que le règlement le permet. Ce qui ne serait pas possible, en fait, dans une autre zone, juste à 100 mètres ou à 200 mètres, après la rue Ampère. Et puis, on a la densification aussi par le conseil municipal. Version bricolage, moi j'appelle, sur le terrain qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on a dénoncé le fait qu'on élargissait la rue pour monter d'un étage de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord, le permis initial a été tout simplement abandonné. Entre-temps, le conseil municipal a voté l'élargissement de la rue.
C'est-à-dire qu'il a changé le domaine public. Et puis après, un nouveau permis est arrivé en disant bah, la rue qui faisait 9 mètres, bah, elle fait 12, donc on peut monter, c'est normal. Donc, voter en conseil municipal, délibération du 27 février 2012. Tout ceci est très récent. Hein, c'est le fruit d'une année et demie d'activité. Autant vous dire qu'on n'a pas tout vu, hein. Loin de là. Donc la densification par le conseil municipal, cette fois-ci version institutionnalisation. C'est-à-dire que le nouveau plan local d'urbanisme a rendu la limite entre le domaine public et la parcelle privée variable. Et donc la largeur des rues et par conséquent les hauteurs constructives. Qu'est-ce que c'est qu'une règle si les termes eux-mêmes qui définissent la règle sont eux-mêmes variables? C'est plus une règle à partir de ce moment-là. Voilà, donc j'en ai fini pour Beria, mais donc pour dire que toutes ces questions-là sont importantes, en fait, c'est pas tant le droit qui est important dans toutes ces histoires, c'est de voir que finalement, on fait tout pour densifier, mais sur-densifier. Le problème n'est pas de densifier, à mon avis, le problème est vraiment d'exagérer, de mettre le curseur un cran au-dessus que là où il faudrait. Quant à l'esplanade, je vais passer vite. Donc la zone de l'esplanade, c'est ça. Il faut savoir que le périmètre est énorme. Il prend et l'Isère et la montagne. Ça fait que toutes les moyennes que vous calculez, elles sont calculées sur surface montagne ajoutée et surface rivière ajoutée. Donc ça commence un peu à déconner, quoi. Et par ailleurs, il y a une chose très importante qui est cruciale pour le projet Esplanade tel qu'il est fait actuellement, c'est le pont qui doit détourner en fait la circulation du quartier de l'Esplanade vers la presqu'île. Or, ce pont actuellement est hors zone de ZAC. Voilà les 7 hectares 7 sur 1200 logements, donc ça fait 175 logements à l'hectare, et pas 100, comme il est dit souvent. Alors évidemment, si on ajoute le parc et qu'on l'étend le plus loin possible, on tombe effectivement aux 100 logements à l'hectare. Mais l'impression n'est pas du tout la même à l'intérieur de l'esplanade, enfin à l'intérieur du projet qu'à l'extérieur. Donc l'important de ce projet-là, c'est la hauteur des bâtiments. Alors ils ont changé un peu légèrement depuis, mais pas tant que ça. Les bâtiments font tous plus de 30 mètres de haut. Les grands boulevards, c'est 30 mètres de haut, pour simplifier. Et surtout, il y a 6 mètres de large entre chaque bâtiment, qui sont dits en quinconce, qui sont disposés normalement en quinconce, mais à mon avis, ça ne suffit pas à résoudre ce problème-là. Voilà, merci. Flaubert, Esplanade, Beria, Villeneuve, 3 exemples qui vous ont été présentés ce soir. Il y en a d'autres. Je sais que dans la salle, il y a notamment, par exemple, le président de l'association Vivre à Génin, l'association Vivre en Ville, bref, beaucoup d'associations qui nous rejoignent sur ce diagnostic d'à la fois une démocratie un peu opaque, et puis, je dirais, derrière tout ça, il y a quand même une politique, une volonté de densification.